Avant toute chose, je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à la dernière vidéo. Je m'attendais absolument pas à un tel résultat. Je souhaite à nouveau la bienvenue à tous les récents abonnés et j'espère que vous vous plairez ici. Ne vous étonnez pas trop de l'irrégularité des vidéos. Je rentre très bientôt en formation et je m'occupe seule de ma partie de la chaîne. Je ne pourrai donc pas forcément être régulière. Je vous invite à surveiller l'onglet Post où je vous tiendrai informé des nouvelles concernant les sorties. Sur ce, je vous laisse à la vidéo. Encore une fois merci et bon visionnage. On a terminé 2022 sur une note assez négative, alors pour contrebalancer, j'ai décidé de commencer 2023 sur du positif avec une autre série, cette fois une série d'animation tirée d'un autre univers que j'aime bien, la série Dragon Age Absolution. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Dragon Age et qui ne veulent pas se taper plus de 80 heures de let's play, je vais tenter de vous faire un résumé le plus général possible. L'univers de Dragon Age s'articule principalement autour d'une trilogie, bientôt quadrilogie, de jeux vidéo. Vous incarnez un protagoniste différent dans chaque jeu, et les actions majeures de l'un ont des conséquences sur les autres. Dans le premier, vous incarnez un membre de la Garde des Ombres, ou Grey Warden, un ordre de guerriers spéciaux chargés de protéger le monde de l'Enclin. Pour expliquer rapidement, il y a très longtemps, des mages de Tevinter, appelés Magistères, ont traversé le voile, la frontière qui sépare le monde physique du monde des esprits, l'immatériel, pour s'emparer de la Cité d'Or, la cité du Créateur, au nom de leurs anciens dieux. Petit problème, en faisant ça, ils se sont plus ou moins maudits et se sont transformés en ce qu'on appelle des engeances. Les engeances errent dans les profondeurs du monde, les tréfonds à la recherche d'un ancien dieu afin de le corrompre et ainsi de déclencher un enclin. L'ancien dieu, devenu alors un archidémon, contrôle les hordes qui prennent d'assaut la surface, détruisant et corrompant tout sur leur passage. C'est pour les arrêter qu'a été créée la Garde des Ombres, un ordre composé d'hommes et de femmes de toute race et de toute classe, qui sont les seuls à pouvoir terrasser l'archidémon. Votre problème, c'est que suite à une trahison, vous n'êtes plus que 2 en Ferelden et que le 5e enclin est à vos portes. C'est donc à vous et à vos compagnons, pour la plupart des criminels rencontrés en chemin, de parcourir le pays à la recherche du plus d'aide possible pour vaincre les hordes de l'archidémon Urtemiel. Et vous êtes libre de faire ça comme vous voulez. Choisissez les factions que vous souhaitez aider, qui seront vos alliés et qui seront vos ennemis, à qui vous accorderez votre amitié ou votre amour, qui vivra ou mourra, mais surtout, qui régnera sur Ferelden et qui terrassera Urtemiel. C'est pour ça que cet opus reste le préféré de la plupart des joueurs, car malgré ses graphismes datés et son absence de voix pour votre personnage, il reste encore à ce jour celui qui propose la plus grande variété de choix et de fins possibles. Cette origine multipliée par 2 avec le choix de genre, dont 6 laisse le choix entre 2 classes, guerrier ou voleur, mage étant déjà une origine, avec chacune proposant 3 types d'armes et de combats différents, plus les combinaisons de spécialisation en jeu, ça fait déjà beaucoup juste pour le début. Votre origine aura un impact très important sur votre vision du monde et des événements, de même que votre capacité ou non à être social grâce à votre compétence rhétorique, qui disparaîtra malheureusement dans les opus suivants. Mais quels que soient vos choix ou vos actions, vous arriverez toujours à la même conclusion, détrôner Loghain et vaincre l'Enclin. Et pourtant même là, vous avez différentes options. Si vous n'avez pas suffisamment de preuves, c'est la baston générale, mais si vous en avez assez, ce sera un duel. Vous pouvez y participer vous-même ou laisser un de vos compagnons présents le faire. Si Alistair le fait, il le tuera à la fin, mais si vous ou l'un des autres le faites, il pourra être épargné. Ce choix impactera d'ailleurs qui régnera sur Ferelden. Et là encore, plusieurs voix s'offrent à vous, dépendant de si Loghain meurt ou pas, si vous êtes en romance avec Alistair ou pas, et si vous avez conclu un accord entre Alistair et Anora. Ce qui nous amène aux 2 derniers choix importants. Qui tuera l'archidémon et la proposition de Morrigan. Lorsqu'un garde tue un archidémon, il meurt avec lui. À vous de choisir si vous voulez vous sacrifier ou si vous laissez Loghain ou Alistair, dépendant du choix précédent, le faire à votre place. Sachant que si vous êtes en romance avec Alistair, il le fera quoi qu'il arrive. Il reste cependant une 4e solution. Morrigan vous propose un marché. Si Alistair, Loghain ou vous, si vous êtes un homme en romance ou non, couchez avec elle, l'enfant qu'elle portera vous empêchera de mourir. Vous pouvez refuser. Si vous êtes en romance, auquel cas elle le fera quand même, ou soit le faire vous-même ou convaincre l'un des 2 autres. C'est pour ça que Dragon Age Origins a une jouabilité quasi infinie, car même s'il n'y a qu'une seule finalité, la mort d'Urtemiel, il y a tellement de façons différentes d'y arriver qu'il est impossible de tout faire en une seule fois, sans compter l'envie de découvrir toutes les autres origines. Ah, c'est sûr que ça a été décevant de passer d'un jeu avec autant de choix à... Vous incarnez Hawke, un Fereldien qui a fui l'Enclin avec sa famille pour se réfugier à Kirkwall, une ville où absolument tout se ressemble, des caves, des maisons aux putains de grottes dans les montagnes, et où tout le monde est un connard.
Votre objectif sera de vous hisser au sommet de cette ville, mais en réalité vous allez surtout la voir s'effondrer sur elle-même. À peine commencé, première déception, vous n'avez le droit qu'à une seule race. Logique, Hawk est un humain. Mais en plus, les classes ont été nerfs, puisque maintenant il n'y a plus que 2 types d'armes par classe, sauf pour le mage. Vous ne pouvez pas donner d'armure à vos compagnons, juste changer leurs armes, et la rhétorique a été remplacée dans l'aspect social par des petits pictos pendant les conversations. Et c'est tout. Puisqu'à partir de là, quoi que vous fassiez, ça n'a aucune réelle influence sur le scénario que Hawk a l'air de subir plus qu'autre chose. La seule chose importante semble être les rapports avec vos compagnons, et encore, lorsque vous aurez atteint 100, vous pourrez brûler un orphelinat d'enfants malades que leur approbation ne baissera pas. De toute façon, ça partait mal, hein, parce que quand juste le fait de choisir ta classe tue ton frère ou ta sœur... Et dès que vous êtes à Kirkwall, tout ou presque est une ligne droite. Les seules choses qui changeront votre jeu sont les quêtes compagnons et les romances. Que vous n'êtes même pas obligé de faire, sauf celles qui sont liées à la quête principale. Vous n'êtes même pas obligé de tous les recruter. Bon, dans le premier non plus, mais là c'est encore plus évident, sauf encore une fois ceux liés à une quête principale. Donc, quoi qu'il se passe dans le premier arc, vous retrouverez Anders, un ancien garde des ombres que vous avez pu rencontrer dans le DLC Awakening du premier jeu, et qui a définitivement un problème dans celui-là. Et quoi que vous fassiez, vous terminerez dans les tréfonds et découvrirez le Lyrium rouge. Petit bonus, si votre frère ou votre sœur est avec vous dans les tréfonds, il ou elle terminera souillé par les engeances, et vous devrez donc au choix soit la tuer, soit la faire intégrer la garde des ombres. Et si il ou elle est resté à Kirkwall, et ben lui ce sera chez les Templars et elle ce sera chez les mages. Acte 2, les Qunari, présents sur les docks depuis 4 ans, commencent à faire de la merde et vous devez les arrêter puisque de toute façon c'est vous qui faites tout dans cette ville. Vous faites littéralement tout ce que vous pouvez pour parvenir à une paix relative, allant jusqu'à révéler au grand jour le complot de membres de la Chantry, et ça n'a absolument aucun effet, puisqu'au final, la Chantry n'aidera jamais, qu'une de vos compagnons révélera avoir volé l'artefact qui bloque les Qunari ici, et que leur Arishak décidera de tout brûler quand même. La seule chose qui change, c'est que si l'Arishak vous aime bien, il vous affronte en combat singulier plutôt qu'en baston général. Why are you running? Why are you running? Acte 3, le conflit mage-templier est un point central de l'univers de Dragon Age, et comme dans le jeu précédent, vous allez devoir choisir un camp. Et autant dire que pour moi, entre les mages qui pour la plupart luttent juste pour leur liberté, et les templiers qui obéissent au doigt et à l'œil à la Chantry et qui te pètent la gueule au moindre soupçon de magie du sang, le choix était vite fait. Mais là encore, on s'en fout. Le seul effet que ça aura sera sur la loyauté de vos compagnons s'ils ne sont pas à 100% d'approbation. Car quoi que vous fassiez, non seulement le jeu vous forcera à choisir un camp, mais en plus, Ander et Justice, un autre personnage de Awakening, ont décidé de faire péter la Chantry en tuant des dizaines d'innocents. Et c'est toujours la même chanson. Que vous tuiez Anders ou non, ou que vous alliez avec les mages ou les templiers, vous devrez quand même tuer le premier enchanteur Orsino qui s'est transformé en golem d'Amgarak, DLC du premier jeu, et le chevalier capitaine Meredith corrompu par le lyrium rouge que vous avez trouvé dans l'acte 1. Pour finir sur l'inutilité des choix de ce jeu, si vous étiez avec les mages, vous vous enfuyez avec vos potes, et si vous étiez avec les templiers, vous devenez vicomte, puis vous vous enfuyez avec vos potes. J'ai toujours pensé que ce jeu n'était pas fini, et j'ai pu en avoir la confirmation avec... Dans Origin, vous sauviez un pays. Dans le 2, vous sauviez une ville, et bien là c'est carrément le monde que vous devez sauver. Depuis les conneries faites dans le jeu précédent, les mages ont décidé de lancer la révolution et les templiers ont lancé une chasse aux apostats où ils tirent à vue. Pour calmer tout ce bordel, la divine Justinia a organisé un conclave. Seulement problème... Vous êtes la seule personne à être sortie de ça en vie avec un sort bizarre accroché à votre main gauche. Une chance pour vous, ce mystérieux pouvoir est la seule chose capable de refermer la brèche dans le ciel causée par l'explosion. La Chantry ne peut donc pas vous exécuter. À la place, ils vous pensent envoyés par Dieu en personne et vont écouter absolument tout ce que vous leur dites, et ce, quelle que soit votre race. C'est maintenant à vous de réparer les conneries de tout le monde, dont la plus grosse est la meilleure preuve qu'il manque clairement du contenu à Dragon Age 2. PTDR, t'es qui? Oui, votre principale fonction sera surtout de réparer l'incompétence de Hawk, qui semble apparemment incapable de tuer un ennemi. Si on retrouve un choix de personnage plus proche d'Origins, les similitudes s'arrêtent là, car encore une fois, vos choix auront plus un impact social qu'une réelle importance dans l'histoire. Mention spéciale à la nouveauté de cet opus, les compagnons omniscients. Dans certaines situations, surtout la quête principale, vos choix auront un impact sur tous vos compagnons, qu'ils soient dans votre équipe ou non. Donc laissez tomber la stratégie de les laisser au camp pour ne pas les vexer, hein, ça marche plus. C'est certainement le jeu avec la moins bonne rejouabilité.
Parce que même si c'est celui qui possède le plus d'options de romance, les options en rapport avec l'histoire ne changeront jamais rien au dénouement. Si on ajoute à ça le fait que les quêtes secondaires et les zones à explorer occupent les 3/4 du jeu, il y a plus grand intérêt. Il est beaucoup trop long pour au final avoir le même résultat à chaque partie, à savoir vaincre Corypheus et regarder la dernière cinématique de Solas sans aucune autre explication. Le plus gros coup de pute de ce jeu reste quand même le fait que la vraie fin est en DLC payant. Chaque jeu possède des DLC. Plusieurs petits, des équipements, des compagnons, des niveaux de 1 ou 2 heures, et un plus principal. Pour les autres jeux, les DLC sont optionnels, et ne pas les avoir faits ne dérange pas trop la compréhension. Vous n'êtes pas obligé d'avoir joué à Awakening pour comprendre qui sont Ander et Justice, et vous n'êtes même pas obligé de réellement avoir joué à l'héritage pour comprendre qui est Corypheus et lui casser la gueule. Bon, c'est toujours mieux pour la cohérence de l'histoire, mais en soi, c'est pas vraiment une obligation. Trespasseur n'est pas dans ce cas. Non seulement il se passe longtemps après la fin des événements d'Inquisition, contrairement aux autres qui se passent dans la foulée ou pendant, mais en plus, les informations qu'il donne sont nécessaires à la bonne compréhension de l'histoire qui sera certainement celle de Dragon Age 4 Dreadwolf. Parce que sans ces informations sur Solas, les Qunari, ou sur pourquoi votre inquisiteur, il lui manque un bras et il vit caché du monde, ça va être coton de comprendre ce qui se passe. Si vous êtes intéressé et que vous voulez voir chaque option de chaque jeu, allez voir le site Dragon Age Keep. À la base créé pour permettre le cross-platform et contrebalancer la fermeture des serveurs de Dragon Age Origins, on l'utilise pour importer nos personnages et choix des jeux précédents dans notre partie d'Inquisition en cours, ou carrément créer une nouvelle histoire qu'on n'a pas forcément joué à importer. Voilà pour ce qui est de l'univers en général. Maintenant, penchons-nous un peu plus sur le cas de la série. La chose qui me faisait le plus peur avait énormément à voir avec le point précédent, le contexte mondial. Car vous l'aurez compris, même si tout le monde a eu plus ou moins la même fin, ça n'était pas forcément de la même manière sur les 3 jeux, et ce rien qu'avec les premiers choix, à savoir le genre, la race, la classe et les interactions sociales. Il fallait donc que la série arrive à trouver sa place sans imposer de canon ou d'histoire par défaut au jeu. Pari réussi, puisque voilà les quelques informations sur le contexte mondial que nous avons. L'histoire se déroule après les événements de Trespasseur et l'Inquisition a été dissoute, indiquant donc que votre inquisiteur a refusé de se mettre au service de la divine, sans pour autant jamais dire qui est la divine ni qui est l'inquisiteur. Bon, alors le problème c'est qu'en VF le mot est masculin, donc inquisiteur, parce qu'on n'a pas d'équivalent à inquisitor de non genré. Chacun est donc libre de coller ses propres choix sur la série. On suit un groupe classique pour du Dragon Age, avec une grande diversité de races, de genres, de sexualité et de classes, de guerriers, de voleurs et de mages, dont les personnalités éveilleront sans doute des souvenirs chez les joueurs. Myriam, l'elfe voleuse, dont le passé et la haine de Tevinter rappelleront les humeurs de ce cher Fenris. Roland, le guerrier humain, dont les traits d'humour et les répliques nous évoqueront les heures passées en campagne avec Varric et Iron Bull. Le visage familier de Fairbanks, ici un voleur mais un guerrier dans les jeux, qui nous rappellera avec joie ces heures passées dans les tombes d'émeraude à fuir les ours qui veulent te bouffer, à te péter les genoux pour récupérer chaque collectible, les 14 géants qui traînent près des tombes et te fracassent la gueule en te balançant des rochers à 100 mètres, rendant l'exploration des lieux extrêmement chiante, et cette putain de quête cachée où tu dois sauter sur une mini-grotte jusqu'à ce qu'elle te parle et te sorte une phrase bien précise, que tu poses 10 fleurs d'un certain type devant, que tu lui ressautes dessus jusqu'à ce qu'elle te ressorte une autre phrase bien précise, tout ça pour aller traverser un mur de neige à l'emprise du lion, descendre des escaliers en boucle pendant 5 minutes, que vous devrez en plus remonter pour sortir, et récupérer une putain de couronne de fleurs dans un vieux coffre posé là, et qui est en plus un des meilleurs casques du jeu, que je n'ai même pas pu porter parce que je jouais Qunari. Mais il ressemble beaucoup à Zevran et Isabella, donc je lui pardonne. La clone, le nain guerrier, qui est grosso merdo, aux graines en moins alcoolique, avec un petit côté Blackwall et Cassandra. Et pour finir, les 2 mages, Saphira et Quidion. La première, humaine, dont le sens du devoir rappellera Solas et Anders, et la seconde, Talvashov, dont le peps et le caractère rappelleront avec plaisir Dorian et Meryl. Ce petit groupe s'est vu chargé par notre chère Cassandra de retrouver le Circulum Infinitus, un artefact Tevintid alimenté par la magie du sang permettant de ressusciter les morts. Cet objet est détenu par un magistère, Rezaren Amozin, un démon du passé de Myriam qu'elle va pourtant devoir affronter. Et là on a un deuxième problème de VF, le Circulum a été créé par Amelia Pavus, une ancêtre de Dorian, mais en VF son nom est ultra mal articulé. J'ai dû regarder la scène en VO pour réaliser qu'en fait Rezaren est peut-être à l'origine de l'assassinat du père de Dorian pour s'emparer de l'artefact, et que comme Dorian est certainement trop occupé à Minrati, c'est sans doute lui qui a demandé de l'aide à l'inquisiteur. La quête est simple et le groupe bien équilibré. C'est complètement un groupe avec lequel je pourrais jouer, et je peux même call direct que j'aurais romance Quidion. Seulement il y a un petit souci, c'est évident qu'il y a un traître. Dans chaque jeu, il y a toujours un moment où un compagnon vous trahit. Et le truc, c'est que pour un joueur, l'identité du traître, elle est évidente dès le début. Parce que tous les traîtres dans tous les jeux ont toujours les mêmes points communs, et ce depuis le premier.
Je m'explique. Dans Origins, la trahison de Morrigan n'est pas tant une trahison qu'un mensonge, puisqu'elle refuse de nous dire ce qui arrivera à l'enfant du rituel et qu'elle s'enfuit sans rien dire après la bataille. Dans Dragon Age 2, Anders trahit notre confiance en nous utilisant pour fabriquer sa bombe et en nous mentant sur ses objectifs. Et dans Inquisition, Solas quitte notre groupe avec son orbe en morceaux sans plus d'explications avant de nous révéler à la fin de Trespasseur qu'il est en réalité le loup implacable Fenarel, que c'est lui qui a donné son orbe à Corypheus et qu'il cherche maintenant à déchirer le voile pour rendre leur grandeur aux elfes, quitte à détruire le monde. Le premier point commun à tous ces personnages est ce qui a donné la règle primordiale de chaque Dragon Age. C'est toujours le mage. Seulement il n'y a pas qu'un mage par équipe, alors comment savoir duquel il s'agit? Eh bien grâce à l'autre petit détail commun à tous ces traîtres. Ces trois-là sont, dans chaque jeu, le premier compagnon mage que votre personnage rencontre pendant une quête principale. Morrigan rejoint votre groupe après la défaite d'Ostagar, Anders après l'avoir aidé à s'introduire dans la chanterie, Bethany ça compte pas parce que Carver peut être à sa place, et Solas à la première faille pendant le tutoriel. En se souvenant de ça, on sait déjà que le traître sera soit Quidion, soit Ira. Et qui sait le premier mage qu'on rencontre? Saphira? Donc assez peu de doutes sur cette connasse, doutes qui disparaissent totalement lorsqu'elle tue Fairbanks, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas joué à Inquisition, c'est pas évident à savoir, mais Fairbanks est un des meilleurs agents de l'Inquisition et est entièrement voué à la cause, donc il aurait aucune raison de trahir de cette manière. La question qui reste maintenant, c'est de savoir pourquoi Ira a trahi l'Inquisition. Et là, la première chose que je me suis dit, c'est, par pitié, pas encore une Kunari. Parce que depuis le début, il y a un complot avec les Kunari, alors pitié, pas encore. Et heureusement non, cette fois les Kunari ne sont pas impliqués. À la place, on a une obstination pour aller à Kirkwall et un certain chevalier cramoisi qui pourrait nettoyer Tevinter des Venatori. Et rien que là, tu sens que ça pue et que ça va finir par te retomber dessus dans Dreadwolf. Le point central de l'histoire reste quand même la quête personnelle de Miriam qui doit refaire face à son passé en la présence de Rezaren. Elle et son frère jumeau ont grandi avec le magistère et étaient destinés à devenir ses gardes du corps. Trop jeune et surtout considérant ça comme la norme, Rezaren n'a jamais remarqué que sa mère était une sombre connasse qui maltraitait les deux elfes. Elle ira jusqu'à piéger un démon dans le corps de Neb, le frère de Miriam, pour éviter à son fils de perdre sa confrontation, le rituel de passage chez les mages. Refusant de voir ça arriver, Miriam la tue avant de tuer son propre frère et de fuir Tevinter. Rezaren a cependant refusé de baisser les bras sur sa pseudo-famille et souhaite utiliser le Circulum pour amener Neb, dont le corps est actuellement possédé par une ombre, et espère que ça ramènera Miriam avec lui. Et accessoirement, monsieur veut devenir le prochain divin noir. Quelqu'un lui dit que s'il y arrive, il va devoir rompre sa relation qui est déjà gardée secrète avec le chevalier capitaine Tassia, ou faut le laisser s'en rendre compte tout seul? Non, pas la peine, puisque de toute façon Miriam refuse de le suivre et préfère décapiter son frère pour le libérer de cette souffrance. Face à ça, Rezaren, que personne n'a cru quand il a dit qu'il ne souhaitait pas utiliser la magie du sang, décide de se servir du sang de tous les morts présents, de certains de ses fidèles et même d'un putain de dragon cire pour arriver à ses fins. Tout ceci sous les yeux de sa chevalier capitaine de petite copine. Je hais Tevinter, je vous l'ai déjà dit ou pas? Fuck you, fuck you, fuck you. You're cool. And fuck you, I'm out. Bref, on va passer sur le fait qu'il avait conclu un marché avec Ira pour récupérer Miriam contre le Circulum. Oh putain, elles sont censées être en couple. Il essaye son rituel à la con, mais il se fait déglinguer par le reste du groupe et Miriam finit par le tuer. Alors à ce moment-là, je crois qu'on devrait avoir de la peine pour Tassia quand elle découvre le corps de Rezaren, mais j'en ai tellement rien à foutre. Je préfère plutôt acclamer Roland et la Clone pour être la meilleure romance de la série, et surtout la première romance de Dragon Age avec un nain, après 2 jeux, sans avoir pu toucher à Varric. Bon, ces abrutis décident de soigner le dragon cire et de le laisser se balader, et ça aussi tu sens que ça va te retomber dessus. Mais Ira, toujours en vie, les piège une dernière fois avant de s'enfuir avec le Circulum direction Kirkwall avec tous les autres à ses trousses. Et quel plaisir que de voir que tout est toujours aussi gris dans cette putain de ville. Et quel plaisir de retrouver des putains de Templiers rouges. Et pour bien finir, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Votre principale fonction sera surtout de réparer l'incompétence de Hawke, qui semble apparemment incapable de tuer un ennemi. Quel putain de plaisir de retrouver en vie, il faudra m'expliquer comment, cette putain de chevalier capitaine Meredith. Comment là j'ai fait pour me rater? Comment Hawke peut être nul à ce point? Même Samson, affecté par le lyrium rouge depuis moins longtemps, doit déjà être mort. Alors comment toi, t'as survécu au lyrium rouge et à la foudre, bordel? Une putain d'espèce de vieille tarée. On est sûr que j'ai bien décapité Larishak et écrasé Orsino, hein. Non, parce que là, je m'attends à tout. En fait, j'ai bien fait de laisser Logain dans l'immatériel. Lui, au moins, il rate pas ses cibles. J'ai beaucoup aimé cette série et j'ai été très satisfaite de voir que même sans avoir joué au jeu ou même connaître l'univers, on pouvait la regarder sans problème. Ça rendait les clins d'œil au jeu encore mieux.
Les apparitions de Leliana et Cassandra, la mention des Pavus, Fairbanks, Fort Céleste, Joséphine, Quelen, le fait que pendant le combat final tout le monde est habillé comme un sac parce que ce sont les meilleures armures même si elles sont moches, et même les sortilèges des mages. Le sort de TP de Hera, c'est Marche de l'immatériel, un sort de Dragon Age Inquisition, mais surtout le sort de Rezaren, Paralysie de masse, qui est un des sorts les plus puissants et un de mes préférés de Dragon Age Origins. La série n'est cependant pas sans défaut. Déjà elle est trop courte, seulement 6 épisodes d'une trentaine de minutes à peine, et une animation parfois un peu bizarre. Alors, je n'ai rien trouvé d'autre, mais bon, je sais que je suis pas très objective à ce sujet, alors si vous avez trouvé des choses dont j'ai oublié de parler, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me dire si oui ou non vous avez aimé la série et pourquoi. Avant de vous quitter, je voulais faire un petit retour rapide sur les DLC d'Origins et du 2 auxquels j'ai enfin pu jouer et que je ne jugeais pas nécessaire de filmer, en se basant sur Awakening comme un 10 sur 10. Les Chroniques des Engences, c'est juste un niveau Osef et pas ouf où vous jouez les méchants, 4 sur 10. Les Golems d'Amgarak, il est pas très long et un peu sympa, mais le boss de fin est juste une grosse purge sur laquelle j'ai passé 3 heures parce qu'il est increvable sauf si vous jouez mage. Mention spéciale au trophée déverrouillable uniquement en mode cauchemar, hein. 5 sur 10. Retour à Ostagar. Pareil que les Chroniques, un niveau un peu Osef, vous pouvez entendre Loghain justifier ses actes. 5 sur 10. Chasse aux sorcières. Comme les golems mais avec un boss de fin moins chiant et des infos plus utiles. 7 sur 10. La forteresse des gardes des ombres. Alors de bonnes infos sur l'histoire mais Morrigan va vous faire chier sur la fin, donc allez-y avec Win. 6 sur 10. Le chant de Leliana. Une origin story très utile pour comprendre le personnage dans Dragon Age Inquisition. 7 sur 10. Le prince exilé. Alors j'y ai pas encore touché mais rien que pour devoir m'obliger à recommencer le jeu, ça part déjà mal. Moins 3 sur 10. La marque de l'assassin. J'ai enfin compris l'histoire de Varric pendant la partie de grâce perfide. Je pouvais au choix droguer, baiser ou assommer le duc Cyril avant de buter son père et je me suis retrouvée au milieu d'un complot Kunari. Encore. Bon, en somme, une bonne journée, hein, 6 sur 10. L'héritage, sans doute la meilleure durée de vie après Awakening et les meilleures interactions avec nos compagnons. Alors j'ai fait le test avec Ander, Bethany et Varric. Corypheus a de meilleures attaques que dans Inquisition, et au moins maintenant je sais à quel moment les engences ont changé de gueule. 8 sur 10. C'est là-dessus que je vous laisse, j'ai ma 5e partie d'Inquisition qui m'attend. N'oubliez pas le pouce vers le haut, le commentaire et l'abonnement, et surtout n'oubliez pas de bien surveiller les posts pour savoir où en sont les prochaines vidéos. À la prochaine tout le monde, salut!